Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui de l'urétérohydronéphose. Donc, il s'agit là d'une dilatation anormale de l'urtère et des cavités rénales due à une obstruction ou à un reflux urinaire. Donc, cette dilatation peut être unilatérale ou bilatérale, aiguë ou chronique. Donc, quelles en sont les causes? Donc, toute situation qui peut entraîner à l'intérieur des voies urinaires une obstruction ou une remontée d'urine de la vessie vers le rein peut en être à l'origine, ou toute situation qui peut provoquer une compression de ces voies urinaires-là et provoquer par compression une obstruction, déranger le flux urinaire. Voilà. Donc, cliniquement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque soit une douleur lombaire, unilatérale, si obstruction aiguë, des signes infectieux en cas de pyélonéphrite ou d'urosepsie par exemple, une hématurie si tumeur ou lithiase, une anurie si obstruction bilatérale ou rein unique, une masse abdominale dans les formes chroniques. Donc, concernant les causes, je vais juste utiliser une étude américaine récente qui retrouve que chez les femmes entre 20 et 60 ans, la plupart du temps, les causes de l'urétérohydronéphose, c'est les cancers gynécologiques et la grossesse. Donc, chez les hommes de plus de 60 ans, c'est les conséquences de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du cancer de la prostate. Chez les jeunes gens, les jeunes adultes, souvent, c'est les calculs qui en sont à l'origine. Bon, chez les nouveau-nés et les jeunes enfants, dans 48% des cas, il s'agit de cas transitoires. Dans 15% de cas physiologiques, dans 11%, c'est des cas liés au syndrome de la jonction pyélo-urétérale. Dans 9%, les cas liés au reflux vésico-urétéral. Donc, dans 4%, des cas liés au mégaotère. Dans 2%, des cas liés au rein multikystique dysplasique. Dans 2% des cas liés à l'urétérocèle et seulement dans 1% des cas liés aux valves de l'urètre postérieure. Maintenant, quels sont les examens complémentaires réalisés? Donc, on a souvent recours à l'échographie rénale et vésicale. Donc, au niveau de l'échographie rénale, on a une idée du degré de dilatation. On mesure le diamètre antéro-postérieur du bassinet. Donc, on commence à s'inquiéter quand ce diamètre dépasse 15 mm. Voilà, on profite pour rechercher les obstacles éventuels. Donc, mais l'examen de référence, c'est l'uroscanner. Non injecté, ensuite injecté. Donc, c'est celui-là qui donne toutes les précisions nécessaires. Ou, en cas de contre-indication, l'uro-IRM. Donc, pour des cas comme la grossesse ou l'insuffisance rénale. Donc, on peut également avoir recours à la scintigraphie rénale, IMSA ou MAC3, pour avoir encore plus de précision sur la fonction rénale. Et on peut également effectuer une cystographie rétrograde
ou est mictionnel en fonction de l'étiologie, c'est-à-dire de ce qui est à la base de l'urétérohydronéphose. Concernant la biologie, on vérifiera la créatinémie, l'urée, pour l'évaluation de la fonction rénale, le CBU à la recherche d'infection, l'hémogramme sanguin, pour bien préciser ce qui peut avoir comme trouble électrolyte. Donc les explorations endoscopiques, comme l'uréteroscopie diagnostique et la cystoscopie, peuvent s'avérer également nécessaires. Pour la prise en charge, donc dans l'urgence, face à une situation comme une pyélonéphrite obstructive, donc on procède à une antibiothérapie intraveineuse et une dérivation urinaire ou levée d'obstacles. Pour le cas des lithiases urinaires, donc la tactique veut que quand il s'agit de petits calculs de moins de 6 mm avec un traitement antalgique, anti-inflammatoire, bon, on peut espérer que si la douleur, qu'il puisse y avoir une expulsion du calcul. Mais si, au-delà de ça, le calcul est symptomatique, et il faut procéder à un drainage par pose de sonde double J ou néphrostomie percutanée. Donc, après, dans le calme, on peut, en fonction des dimensions, de la localisation, du calcul, utiliser soit l'électrotrypsie extracorporelle, l'urotéroscopie laser ou la néphrolithotomie percutanée pour traiter la lithiase. Donc, pour les sténoses urétérales, donc on a soit la dilatation endoscopique plus pose de sonde double J prolongée ou une urétéroplastie en cas d'échec ou récidive. Voilà. Pour les tumeurs obstructives, donc il faut procéder à la résection chirurgicale, donc comme la néphrourétérectomie pour les tumeurs urétérales à très grand risque, voilà, très haut risque, pardon. Voilà. En cas de compression extrinsèque, utiliser la chimio ou radiothérapie et surtout dégager l'urétère comprimé par urétérolyse. Pour ce qui est des obstructions sous-vésicales, donc un sondage vésical en urgence est nécessaire en cas de retention aiguë d'urine. Il faut penser au traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, au cathétérisme prolongé ou cystostomie en cas de vessie neurologique. Pour les reflux vésicaux urétéraux, donc le traitement médical consiste à faire une antibioprophylaxie chez l'enfant. Voilà, pour les cas cliniquement significatifs. Donc une injection endoscopique de produits Belkin, comme le Deflux, ou une réimplantation urétéro-vésicale, soit en chirurgie ouverte ou robotique. Concernant le syndrome de la jonction pyélo-urétérale, donc chez l'adulte, on procède le plus souvent à une pyéloplastie ou à une endopyélotomie. Chez l'enfant, c'est plutôt une pyéloplastie ou surveillance si l'urétérodrénéphose est modérée. Donc, pour la surveillance après le traitement, on optera pour le contrôle échographique. Voilà, la scintigraphie rénale, soit DMSA ou MAG3,
s'il y a altération de la fonction rénale. Voilà. L'urétrocystographie rétrograde et ou mictionnelle en fonction de ce qu'on a retrouvé comme étiologie et qu'on a eu à traiter. Voilà. Comme pronostic, en cas de prise en charge précoce, on peut espérer une récupération totale de la fonction rénale, mais lorsque l'obstruction est prolongée, alors là, il y a un grand risque d'insuffisance rénale chronique. Je vous remercie.